C'est l'histoire de la façon dont la finance traditionnelle a mis la main sur le prix du seul actif qui était censé lui échapper. Une histoire de contrôle, là où il ne devait justement y en avoir aucun. Tout commence avec un mystère. Imaginez, pendant des mois, le prix du Bitcoin s'effondrait. Pas n'importe quand, pile à 10 heures du matin chaque jour de bourse. Une régularité si parfaite que ça a commencé à faire jaser. Simple coïncidence ou quelque chose de beaucoup plus organisé? Et quand on commence à tirer le fil, toutes les pistes semblent mener à une seule et même entreprise. Une société dont la plupart des gens n'ont jamais entendu le nom, mais qui, en coulisses, est peut-être l'une des plus influentes au monde. Cette société, c'est Jane Street. Et pour bien comprendre ce qui est en jeu, il faut d'abord savoir à qui on a affaire. Et pour bien se rendre compte de la taille du monstre, il suffit de regarder les chiffres. L'an dernier, Jane Street a généré plus de revenus de trading que des mastodontes comme Goldman Sachs ou Bank d'America. On n'est pas juste dans la cour des grands là, on est carrément dans une autre galaxie. Alors, c'est quoi exactement Jane Street? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une société de trading quantitatif. En gros, ils utilisent des algorithmes hyper complexes pour réaliser des milliers de transactions à la seconde. C'est du trading à la vitesse de la lumière. Et ils sont incroyablement secrets. Pas de PDG identifiable, et leur structure leur permet de fonctionner sous les radars, bien loin de la surveillance qui pèse sur les grandes banques. Ce qui nous amène au cœur de l'accusation. Comment est-ce qu'une seule boîte, même une aussi puissante, pourrait, en théorie, manipuler le prix du Bitcoin avec une précision quasi chirurgicale? Eh bien, la clé de toute l'affaire tient en 3 mots. Participants autorisés, ou PA. Et devinez quoi? Jane Street est l'un des 4 seuls PA pour le plus gros ETF Bitcoin qui existe. Et ce rôle, croyez-moi, leur donne des pouvoirs assez spéciaux. La différence, elle est énorme. Un investisseur lambda joue avec les règles du jeu qu'on lui donne. Mais un participant autorisé, c'est un peu comme s'il avait des super pouvoirs. Il peut créer des actions à partir de rien. Et, le plus important, il peut parier en secret contre les actifs qu'il est censé gérer, sans que personne ne le sache. Bon, si tout ça semble un peu technique, pas de panique. On va utiliser une petite analogie toute simple pour que ce soit limpide. Imaginez une carte Pikachu ultra rare, enfermée dans un coffre. La seule façon d'en posséder un morceau, c'est d'acheter un ticket. Seules 4 entreprises, nos fameux PA, ont le droit de créer ou de détruire ces tickets. Le public sait combien de tickets ces entreprises ont dans leur possession. Mais ce que le public ne sait pas, c'est si ces mêmes entreprises ont secrètement parié des millions sur le fait que la valeur de la carte allait s'effondrer. Et c'est ça le nœud du problème. Ils peuvent afficher publiquement leur confiance en détenant l'actif, tout en pariant massivement sur sa chute en privé. Le système actuel est fait de telle sorte qu'il est impossible de voir les 2 facettes de leur jeu. Alors concrètement, comment ça marcherait cette stratégie? C'est une danse bien orchestrée en 6 étapes. D'abord, on accumule discrètement du Bitcoin. Ensuite, dans l'ombre, on parie massivement sur sa chute. Puis vient le coup de grâce, une vente massive et soudaine à 10 heures du matin, pile au moment où le marché est le plus fragile. Le prix plonge, les paris sur la baisse rapportent un maximum et avec les bénéfices, on rachète le Bitcoin pour une bouchée de pain. Un cycle qui s'auto-alimente. Bien sûr, tout ça reste une théorie, sauf qu'il existe des preuves indirectes, des coïncidences, qui sont pour le moins troublantes. Et voici l'élément le plus frappant. Pendant des mois, cette chute à 10 heures était réglée comme une horloge. Et puis, un jour, une action en justice contre Jane Street devient publique, pour une toute autre affaire d'ailleurs. Et ce jour-là, pouf, le schéma s'arrête. Net, du jour au lendemain. L'effet était immédiat et colossal. Dans les jours qui ont suivi l'arrêt de ce petit manège, le marché de la crypto a repris 200 milliards de dollars de valeur. C'est une coïncidence pour le moins spectaculaire, n'est-ce pas? Et quand on creuse un peu le passé de Jane Street, on trouve des choses. En Inde, ils ont été bannis pour une manipulation de marché qui ressemble étrangement à celle-ci. En Chine, des soupçons de manipulation sur les ETF argent. Et leur nom qui ressort dans le dossier de l'effondrement de Terra/Luna. Pris séparément, ce sont des points. Mis ensemble, ça commence à former une ligne. Pour ajouter un peu de contexte, il faut savoir que des personnages comme Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, ont fait leurs armes chez Jane Street. Et, fait encore plus surprenant, un des cofondateurs a été lié par la justice américaine au financement d'une tentative de coup d'État, juste pour situer le tableau. Alors qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça? Est-ce qu'on est face à une manipulation pure et simple, ou est-ce que finalement c'est juste comme ça que la finance fonctionne? Pour être juste, il faut entendre les 2 sons de cloche. D'un côté, la théorie de la manipulation, une stratégie coordonnée pour profiter de la faible liquidité. De l'autre, les contre-arguments. Certains disent que c'est un simple réajustement de prix, normal à l'ouverture du marché américain. D'autres parlent d'une stratégie légitime de couverture de risque, appelée delta neutre, conçue pour se protéger, pas pour manipuler. Mais au fond, le vrai coupable, ce n'est peut-être même pas Jane Street. Le point central, c'est peut-être que le système financier lui-même
avec ses règles opaques et ses acteurs privilégiés, est en train d'absorber un actif qui a été créé à l'origine pour être une alternative à ce même système. Et ça nous amène à la conclusion la plus importante. Acheter du Bitcoin via un ETF, c'est pratique, c'est simple, mais ça veut dire qu'on confie son investissement à l'infrastructure même que le Bitcoin cherchait à contourner. C'est le paradoxe fondamental de toute cette histoire. La question qui reste en suspens pour l'avenir est donc celle-ci. Le Bitcoin a été créé pour être une révolution. Mais que se passe-t-il lorsque l'ancien monde, avec toute sa puissance, décide non pas de le combattre, mais de l'assimiler? La réponse à cette question définira probablement le futur de la finance.